Une leçon pour le roi. Il y a longtemps, très longtemps même, le roi d'une des îles situées au large de la Grèce rentrait chez lui. Son royaume avait été attaqué, mais il était parvenu à chasser l'ennemi. Le roi Théosée était donc très fier de lui. « Mon peuple n'oubliera jamais mon nom », se disait-il. « Je serai bientôt accueilli sur Atoka comme un dieu. » Comme il avait prononcé ces mots à voix haute, les dieux de l'Olympe l'avaient entendu. « Quoi » s'exclama l'un d'eux furieux. « Il se prend pour un dieu ? Eh bien, il va voir. Nous allons lui donner une bonne leçon. » Poséidon, le dieu de la mer, souffla sur les vagues. Une tempête terrible se leva, et le navire de Théosée fut secoué dans tous les sens. Puis, la mer se calma et rejeta le bateau sur le rivage. Théosée aperçut alors une foule de gens, presque nus. Le roi n'y comprenait rien. Qui étaient donc ces gens ? Il ne pouvait savoir que la tempête l'avait entraîné loin dans le futur. Ces gens étaient en fait des vacanciers du XXe siècle. « La guerre est finie et l'ennemi est définitivement vaincu », annonça fièrement Théosée. Les vacanciers le dévisagèrent d'un drôle d'air. « Suis-je resté si longtemps absent que vous m'ayez déjà oublié ?» demanda le roi déçu. « C'est moi, Théosée, le grand roi d'Atoka. »« Roi ?» dit Mélina, une fille qui vendait des fruits sur la plage. « Il y a bien longtemps que la Grèce n'a plus de roi. Et nous n'avons pas entendu parler d'une guerre. »« Et pourtant je suis roi !» s'énerva le pauvre Théosée. « Me prenez-vous pour un menteur ?»« Non, non, mais vous devez être fatigué, » le rassura gentiment Mélina. « Venez donc vous reposer un moment dans mon village. » En chemin, Théosée se rasséréna quelque peu, car l'île, avec ses champs et ses jolies maisonnettes blanches, ressemblait fort à Atoka. Les habitants du village se mirent à rire en voyant arriver leur roi dans ses drôles de vêtements. Certains d'entre eux, plus aimables, lui apportèrent de l'eau et des fruits. Mais personne ne fit la révérence devant lui, car personne ne savait qu'il se croyait toujours le roi d'Atoka. Théosée comprit alors que les dieux lui avaient joué un tour. Mais il ne devinait vraiment pas pourquoi. La gentille jeune fille amena Théosée chez elle. Et après lui avoir fait prendre un bain et un peu de repos, elle l'invita à manger. À la fin du repas, Mélina déclara « Maintenant, il faut nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. » Et Théosée se mit à raconter tout ce qui lui était arrivé depuis son départ d'Atoka. Son récit était tellement passionnant que tous les villageois accoururent pour l'écouter. « Mais vous ne savez pas qui je suis, moi qui croyais que personne ne m'oublierait jamais. » soupira Théosée en concluant le récit de ses aventures. Je me demande bien ce que je pourrais faire pour que tout le monde se souvienne de Théosée, le très grand roi de l'île d'Atoka. Le lendemain, Théosée demanda aux villageois de l'aider à réparer son bateau, car il voulait rentrer dans son royaume, sur son île à lui. Mais les gens du village étaient beaucoup trop occupés pour lui donner un coup de main. Ils avaient bien d'autres choses à faire, et ils estimaient que c'était plutôt à leur hôte de leur rendre service. Théosée travailla donc tout l'été et aussi tout l'automne. Il peina dans les champs, dans les vergers et dans les vignobles. Il aida Mélina à faire la cuisine et à cuire le pain. Le soir, il était tellement fatigué que dès qu'il posait la tête sur son oreiller, il s'endormait. C'était la fabrication du vin qui l'amusait le plus. Il pouvait alors danser pieds nus en relevant sa belle robe dans le gros tonneau rempli de grappes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un jus odorant. Cette année-là, il fallait préparer beaucoup de vin pour les noces de Mélina. Théosée n'oublierait jamais ce mariage de la vendeuse de fruits. Tout le monde dansa et chanta et but. Le roi ne s'était jamais autant amusé. Il s'était fait de nouveaux amis qu'il appréciait pour sa gentillesse. Il avait appris à travailler de ses mains et admirait ces gens qui devaient peiner dur pour nourrir leur famille. Auparavant, quand il était roi, Théosée ne s'était jamais posé de questions sur la vie de ses sujets. Les dieux auraient-ils eu l'intention de lui apprendre tout cela ? Après le mariage,
Mélina et son époux aidèrent Théosée à réparer son bateau. La jeune femme y cousit de nouvelles voiles et son mari peignit la coque dans des couleurs gaies. Théosée était très impatient de rentrer chez lui. Mais il ne voulait plus être considéré comme un dieu. Il souhaitait que son peuple se souvienne de lui comme d'un roi sage et bon. Le jour de son départ, il comprit qu'il lui fallait faire savoir au dieu qu'il avait retenu la leçon. Saisi d'une inspiration, il monta dans le bateau, ôta sa couronne d'or et la lança à Mélina. Les dieux, qui avaient tout vu, furent satisfaits et ramenèrent Théosée à Atoka dans son époque. Il y fut accueilli dans la joie générale et régna encore longtemps comme un roi très juste et très aimé. L'astrocycle. Chaque soir, avant de s'endormir, Michel dévore des yeux son poster préféré. Il est vraiment terrible, ce vélo du futur. Quel merveilleux engin, songe-t-il avec envie. Cette nuit-là, comme d'habitude, Michel contemple l'astrocycle qui luit dans un rayon de lune, quand tout à coup, il entend un bruit étrange. Le poster se met à remuer et vroom! L'engin s'élance sans crier gare de son cadre de papier et vient se poser sur le sol, à côté du lit de Michel. Celui-ci, stupéfait, en tombe du lit. Son astrocycle est devant lui, avec sa conductrice en chair et en os, revêtue d'une combinaison étincelante. « Qui êtes-vous » bégait Michel. « Je suis Planéta, pilote de l'espace. Allez, viens, je t'emmène faire un tour. » Très prudemment, Michel et Planéta portent l'astrocycle au jardin, le long des escaliers obscurs et silencieux. Une fois le vélo sorti sans encombre, Planéta enfourche sa machine et la lance à toute vitesse. « Regarde ces acrobaties! Génial, hein, mon engin spatial !» Michel est impatient d'essayer à son tour. À peine Planéta a-t-elle mis pied à terre qu'il saute sur l'astrocycle. Il s'apprête à partir quand, brusquement, il s'écrie « Mais je ne puis pas m'en aller, je n'ai pas de casque !» Planéta se met à rire. « Mais tu en as un sur la tête !» Il est si léger que Michel ne l'avait même pas remarqué. En fait, il porte comme un véritable astronaute une combinaison spatiale avec des bottes et des gants. Michel démarre en trombe. Il commence par zigzaguer, puis il trouve son équilibre. « C'est fatigant de pédaler, soupire-t-il. Si seulement il y avait un moteur. »« Mais il y en a un, dit Planéta. Il suffit de presser ce bouton rouge. Mais d'abord, non, n'y touche pas. » Dès que Michel a posé le doigt sur le bouton, le moteur vrombit. L'astrocycle s'élance en pétaradant. « Appuie donc sur le frein !» hurle Planéta. « Où est-il ?» crie Michel. Avant que Planéta ait eu le temps de répondre, l'astrocycle dessine un éclair jaune et rouge et sort du jardin. « La voiture de papa !» pense Michel. « Bing !» La roue de l'astrocycle a heurté l'arrière de l'automobile. Le choc est tellement violent qu'il fait s'envoler la machine. Voilà Michel propulsé dans les airs. Planéta court et bondit pour le retenir, mais Michel s'enfonce à toute allure dans l'espace. L'astrocycle se fond dans la nuit, emportant le pauvre Michel au cœur de l'atmosphère. En 1 seconde, il grimpe à 100 mètres. En 2 secondes, il est à 1 kilomètre. 3 secondes après, il ne voit plus la Terre. Enfin, Michel réussit à couper le contact. L'astrocycle s'arrête net en plein ciel. Michel ne voit devant lui qu'une petite balle verte et bleue. Drôle de couleur pour une balle de tennis, se dit-il. Mais ce n'est pas une balle, c'est la Terre. En regardant bien, on peut même distinguer l'Europe et l'Afrique. Quand Michel se rend compte qu'il est si loin, il se sent bien petit et très seul. Il fouille les poches de sa combinaison. Peut-être y trouvera-t-il une carte de l'espace, mais il ne voit rien, sauf un papier de chocolat provenant de Vénus. À cet instant, il voit briller une lumière au-dessus de lui.
C'est un vaisseau spatial qui s'approche. Mais il semble en difficulté. Le vaisseau spatial est maintenant tout proche. Un astronaute flotte à côté de lui, relié à l'engin par un long tuyau. L'homme crie quelque chose à Michel. Malheureusement, celui-ci ne saisit pas. Il remarque alors une sorte de petite boîte argentée qui s'éloigne rapidement dans le ciel. Aussitôt, Michel met le contact et s'élance à la poursuite de l'objet mystérieux. Peu à peu, l'astrocycle se rapproche de la boîte. Michel se trouve à présent tout près d'elle. Il la saisit, la fourre vivement dans sa poche et repart à toute vitesse vers le vaisseau spatial, à côté duquel l'astronaute l'attend avec impatience. Michel pénètre avec lui dans le vaisseau. L'équipage tout entier l'accueille en l'acclamant comme un héros. Michel arrête son astrocycle. « Joli travail !» lui déclare le capitaine du vaisseau. « Cette boîte est de la plus grande importance. C'est notre boussole spatiale. Sans elle, nous étions perdus. »« Nous avons eu chaud, » ajoute-t-il, en sortant son mouchoir pour s'essuyer le front. Mais il oublie son casque. Puis il dit « Cela mérite une récompense. »« Alors, ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît, » demande Michel. « Je suis fatigué. » Immédiatement, le capitaine pousse une manette et met le cap vers la terre. La balle verte et bleue grossit encore. Bientôt, on ne voit plus qu'elle à travers le hublot. « Oh !» s'écrie Michel. « Je reconnais la France et la Belgique, et voilà mon village, et la rivière qui coule près de chez moi, et ma maison. Pouvez-vous me déposer ici ?» Pendant que le vaisseau se rapproche de la maison, le capitaine épingle une superbe médaille d'or sur la combinaison de Michel. Celui-ci en est tout ému. Après avoir pris congé des astronautes, Michel remet son casque et il s'installe dans le sas. Mais il se sent tomber. Terrifié, il ferme les yeux. Quand il les rouvre, il se trouve dans son lit. Derrière les vitres, le soleil brille. Michel se frotte les paupières et jette un coup d'œil à son poster. Rien n'a changé. Planeta chevauche toujours son bon vieil astrocycle. Tout cela n'était qu'un rêve. Mais Michel n'a pas regardé sous le lit. Les voleurs et le Père Noël. Au dernier étage d'un haut building, dans le centre d'une grande ville, quelques hommes étaient réunis dans une vaste salle. Pas n'importe quels hommes, mais les voleurs les plus fameux du monde. Et ceux-ci avaient l'intention de voler tous les cadeaux du Père Noël. Ils portaient tous une fausse barbe blanche et une grosse moustache. Et ils projetaient de revêtir le soir du hold-up les mêmes habits que le Père Noël. Ainsi, pensait-il, personne ne les reconnaîtrait. La veille de Noël, ils grimpèrent dans leur fusée et se dirigèrent à toute vitesse vers le pôle Nord, là où habite le Père Noël. Arrivés presque à destination, ils entendirent sonner joyeusement les clochettes d'un traîneau. Le Père Noël venait de se mettre en route pour aller distribuer ses cadeaux à tous les enfants du monde. Les voleurs s'installèrent alors aux commandes des hélicoptères qu'ils avaient embarqués dans leur fusée. Une porte s'ouvrit à l'arrière de celle-ci et les hélicoptères s'envolèrent un à un. Ils encerclèrent aussitôt le traîneau du Père Noël. Les malfaiteurs pointèrent leurs revolvers sur le vieil homme en hurlant « Dirige-toi vers la fusée. Si tu fais exactement ce que l'on te dit, il ne t'arrivera aucun mal. » Le Père Noël pénétra alors avec son traîneau à l'intérieur de la fusée. La porte se referma et l'engin poursuivit sa route. Mais les voleurs avaient commis une grave erreur. Ils n'avaient pas pensé que la veille de Noël, aucun enfant ne dormirait. Les enfants du monde entier étaient en train d'attendre le Père Noël. Et lorsqu'ils ne le virent pas arriver à l'heure habituelle, ils comprirent immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. Les voleurs partirent d'abord en direction du Canada. Et lorsqu'ils voulurent atterrir, ils se virent accueillis par des milliers de petits Canadiens
qui attendaient de voir le Père Noël. Ils n'osèrent pas descendre et ils rebroussèrent chemin. Les voleurs allèrent alors jusqu'en Afrique. Mais là, parmi les arbres de la forêt vierge, ils découvrirent des milliers de petits Africains qui espéraient le Père Noël en personne. Ils n'osèrent donc pas atterrir là non plus, et la fusée reprit sa route. Les voleurs se dirigèrent ensuite vers la Chine, croyant qu'ils pourraient y débarquer en toute sécurité. Mais lorsqu'ils furent descendus à quelques mètres du sol, ils virent des milliers de petits Chinois qui accouraient de toutes les directions en réclamant le Père Noël. Et cette fois encore, ils furent bien obligés de renoncer. Ils volèrent alors en direction du Pacifique, mais dans chacune des îles qu'ils survolèrent, ils aperçurent des centaines d'enfants le nez en l'air. Les voleurs cherchèrent ainsi aux quatre coins du monde un endroit où aucun enfant ne guetterait le vrai Père Noël, mais en vain. « C'est sans espoir, déclara le voleur qui pilotait la fusée. Nous allons être obligés de relâcher le Père Noël. »« Tu as raison, » admit un autre voleur en détachant le prisonnier. « Mais l'année prochaine, nous essaierons encore une fois, c'est juré. »« Pour le moment, je ne sais qu'une chose, » trancha le Père Noël. « C'est que tous les enfants sont certainement très malheureux de n'avoir encore rien reçu. Il va falloir que vous m'aidiez, les gars. » Les voleurs comprirent qu'il ne leur restait rien d'autre à faire, car ils ne pouvaient s'arrêter nulle part et ils ne voulaient pas se faire capturer. Le Père Noël s'installa alors aux commandes de la fusée. Et au-dessus de chaque toit, il lâcha un voleur dans un hélicoptère pour aller déposer les cadeaux des enfants dans la cheminée. Finalement, tous les vœux des enfants furent exaucés, et les voleurs amenèrent le Père Noël au pôle Nord. Lorsqu'ils furent tous installés à la table du vieil homme, un des voleurs reconnut « C'est drôlement plus gai que de voler !» Et un autre de renchérir « Dites, Père Noël, ne pourrions-nous pas vous aider encore l'an prochain ?» 3 des voleurs, qui n'étaient pas d'accord, se retirèrent. Mais les autres proposèrent « Père Noël, nous pourrions peut-être rester ici et préparer avec vous les cadeaux pour le prochain Noël. Nous avons un tas d'idées. » Le Père Noël apprécia vivement la suggestion, et les anciens voleurs travaillent aujourd'hui encore pour lui. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est aider le Père Noël à déposer les paquets chez les enfants. Tigre à la chasse aux souris. Ce matin-là, Tigre, le chat errant, alla s'étendre au bord d'une rivière qui entourait un grand château. « Comme mes pattes me font mal !» soupira-t-il. Et ce n'était pas étonnant, car cela faisait 3 jours déjà qu'il marchait. Tigre avait habité longtemps chez un boulanger, mais un jour qu'il s'était couché sur une voiture pour profiter du soleil, il s'était endormi et ne s'était pas réveillé lorsque l'auto avait démarré. Il avait fini par descendre dans une ville inconnue et n'avait pu retrouver son chemin. Quelques instants plus tard, un homme vint s'installer près de lui pour pêcher. Il portait une veste usée à carreaux et de vieilles bottes. « Bonjour, chat, » dit l'homme. « N'aimerais-tu pas vivre dans le château que tu vois là ?»« Bien sûr que oui, » répondit Tigre. « Est-ce que vous y travaillez ?»« C'est un peu ça, » dit le pêcheur. « Viens avec moi. » Un peu plus tard, ils se retrouvèrent sur le pont-levis qui gardait l'entrée du château. Ils traversèrent une vaste cour intérieure, puis pénétrèrent dans le bâtiment. Tigre regarda autour de lui en écarquillant les yeux. Il se trouvait dans un hall immense. Au bas de l'escalier, le chat découvrit avec terreur un homme de fer. Il ne savait évidemment pas qu'il s'agissait d'une armure. Dans un coin du hall, une porte s'ouvrit. Un vieux valet, habillé de sombre, se dirigea vers le compagnon de Tigre et déclara d'un air pompeux « Le déjeuner sera servi dans une demi-heure, monsieur le baron. »« Merci, Georges, » dit le baron en tendant les poissons qu'il venait de pêcher. « Veux-tu demander à Marie de me les accommoder pour mon dîner de ce soir ?»
Puis, se tournant vers le chat, « Voici Georges, mon valet. Georges, voici... Tigre, répondit le chat. Bien, Tigre. Tu peux t'installer ici, à condition de me débarrasser de toutes les souris qui envahissent le château, poursuivit le baron. J'essayerai, assura Tigre. Chez le boulanger, il n'avait pas réussi à capturer les souris qui infestaient la cave, mais grâce à un stratagème, il était tout de même parvenu à les chasser, à une exception près. Mais ce n'était pas grave, car Oreillard, la récalcitrante, était une souris des plus sympathiques. Georges emmena Tigre à la cuisine, où ce dernier fit la connaissance de Marie, la cuisinière. Celle-ci lui désigna un panier garni d'une couverture douillette, en lui expliquant « C'est le panier du chat qui était ici avant toi, mais ce dernier a disparu brusquement. » Après avoir été bien nourri, Tigre s'enroula dans son panier, où il ne tarda pas à s'endormir. Vers le milieu de la nuit, il fut réveillé par des trottinements. Des dizaines de souris accouraient de tous les coins. Au centre de la cuisine, elles se mirent à discuter fermement. Soudain, une dernière arrivante se glissa sous la porte. Toutes les autres l'applaudirent, mais Tigre, lui, se fit tout petit, car il venait de reconnaître Oreillard, l'astucieuse souris du boulanger. Oreillard se dirigea vers le panier où Tigre faisait semblant de dormir. « Salut, Tigre !» dit-elle. « Comme je suis contente de t'avoir retrouvé. Je me sentais bien seul sans toi dans la cave du boulanger. » Tigre pensa à ce que le baron lui avait dit. Il devait chasser toutes les souris, ce qui incluait aussi Oreillard. Il attendit que les souris sortent. Puis, grimpant sur un tabouret, il ouvrit la porte du placard aux provisions et prit un petit morceau de fromage qu'il cacha sous sa couverture. Le lendemain, le facteur appuya, comme d'habitude, son vélo contre le mur de la cuisine. « Entre, Jean !» dit Marie. « Viens boire une tasse de café. » C'était l'occasion que Tigre attendait. Il saisit le morceau de fromage et alla le fourrer dans la sacoche du facteur. À l'aide d'un autre morceau, il traça une piste qui menait à la porte de la cuisine et son plan réussit. Lorsque le facteur repartit, il fut suivi par des dizaines de souris qu'attirait l'odeur du fromage. Dès que Jean se fut éloigné, Georges remonta le pont-levis. « Gagné !» se dit Tigre en poussant un soupir de soulagement. Hélas, dans l'après-midi, Georges dut redescendre le pont-levis pour laisser entrer la camionnette du blanchisseur. Lorsque Marie ouvrit le panier de linge dans la cuisine, elle poussa un cri perçant et alla se percher sur le tabouret. Une quinzaine de souris venaient de sauter du panier. « Tu te croyais le plus malin ?» pouffa Oreillard. Et le pauvre Tigre ne parvint pas à capturer la moindre souris. Le soir, à bout de fatigue, il s'écroula dans son panier. À minuit, il fut soudain réveillé par l'horloge du grand hall. Mais que se passait-il? Ce n'étaient pas 12 coups qui sonnaient, mais 13, 14, 15, et cela continuait. Au 34e, le baron descendit. Il frappa très fort sur l'horloge à l'aide de sa canne et les coups cessèrent. Mais le tic-tac du balancier se fit entendre 10 fois plus fort. Entre-temps, Georges, lui aussi, était arrivé. « Il faudra porter cette horloge à réparer, » lui dit le baron avant de regagner son lit. Alors, Tigre eut une idée de génie. Il allait essayer d'enfermer toutes les souris dans l'horloge. Il courut à la cuisine, grimpa sur le tabouret et ouvrit le placard. Il y prit des petits pains, des gâteaux et du fromage.
il les sema jusqu'à la porte de l'horloge et fourra le reste à l'intérieur. Les souris, aussitôt, accoururent de partout et se mirent à grignoter les miettes. Puis, elles sautèrent dans l'horloge. Une fois qu'elles furent toutes à l'intérieur, Tigre renferma la porte. Le lendemain, quand les ouvriers vinrent chercher l'horloge pour la réparer, ils entendirent des bruits bizarres à l'intérieur. « Je me demande si l'horloger pourra faire quelque chose, » dit l'un d'eux. Satisfait, Tigre s'était endormi dans son panier. Mais il fut vite éveillé par les hurlements de Marie. La cuisinière avait découvert la disparition des petits pains, des gâteaux et du fromage. « Sale voleur !» gronda-t-elle à l'adresse de Tigre. « Je vais le dire au baron !» Et elle poursuivit le malheureux chat armé de son rouleau à tarte. Tigre n'en menait pas large. Il sauta dans l'armure du hall et se mit à souffler et à griffer. Lorsque Marie arriva et qu'elle vit bouger l'armure, elle hurla de plus belle. Le baron accourut, jeta un coup d'œil à l'intérieur. Aussitôt, il éclata de rire et sortit Tigre de sa cachette. Satisfait du devoir accompli, celui-ci alla se promener au soleil. Le soir venu, il se réinstalla avec délice dans son panier. Cette nuit, du moins, il ne serait pas dérangé par ses ennemis. Le lendemain, bien reposé, il courut saluer le facteur. Mais que vit-il dans sa sacoche? 2 grands yeux noirs. « Salut !» dit Oreillard en sautant du sac. « Je suis revenu. Je pensais bien que je te manquerais. » Et Tigre savait bien que la souris disait vrai. Le petit Indien au cœur fier. Il était une fois un jeune Indien dont tout le monde se moquait. On riait de lui parce qu'il était pauvre et aussi parce qu'il portait sur la joue gauche une vilaine cicatrice. C'est pourquoi tous l'appelaient Balafre. Chacun avait oublié qu'il portait le beau nom d'élan au cœur fier. « Pourquoi ne demandes-tu pas à Étoile du Soir de t'épouser ?» s'enquit un jour un des Indiens pour se gausser de lui. « Elle a déjà refusé 7 jeunes hommes riches, venus de 7 villages pour demander sa main. Elle doit être amoureuse de ta vilaine Balafre. » C'était très méchant de sa part de plaisanter ainsi, car tous savaient que le pauvre Balafre était épris de la belle Étoile du Soir. Mais, à leur grand étonnement, le jeune Indien sourit tranquillement. « J'allais justement le lui demander, dit-il. » Et sans écouter les éclats de rire moqueurs, il se dirigea vers le wigwam de sa bien-aimée et la salua respectueusement. « Je ne suis pas riche et je suis laid, lui déclara-t-il. Mais je t'aime de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser, Étoile du Soir ?» La jeune fille le fixa d'un regard triste. « Il faut que je te raconte quelque chose, murmura-t-elle enfin. Il y a bien longtemps, j'ai promis à Feu du Soleil que je ne me marierai jamais, car je lui appartiens. Mais c'est la première fois que je regrette ma promesse. Si j'avais été libre, je crois bien que j'aurais pu t'aimer, élan au cœur fier. » Oh, gémit alors le jeune Indien. Pourquoi n'as-tu pas ri de moi? J'aurais pu supporter de ne pas faire de toi ma femme. Mais maintenant, il va falloir que j'amène Feu du Soleil à changer d'avis. À ces mots, Étoile du Soir leva les yeux vers la voûte céleste. Fasse le ciel qu'il t'entende. Puisque tu m'aimes vraiment, va donc le trouver. S'il accepte de renoncer à moi, il touchera ta cicatrice de ses mains et elle disparaîtra. Tout le monde saura alors qu'il a donné son consentement à notre union. Le jeune Indien partit immédiatement à la recherche de Feu du Soleil. Il marcha pendant des jours et des jours. Un beau matin, il rencontra sur sa route un putois. « Je cherche Feu du Soleil. Ne sais-tu pas où il vit ?» lui demanda-t-il. « Non, » répondit l'animal. « Mais tu peux te renseigner auprès de l'ours. » Le jeune Indien alla trouver l'ours.
Mais ce dernier ne put pas l'aider. Il se rendit ensuite chez le blaireau, mais toujours sans résultat. « Pourquoi n'interroges-tu pas le glouton ?» suggéra le blaireau. Le jeune Indien s'adressa donc au glouton. « Sais-tu donc où vit Feu du Soleil ?»« Il habite de l'autre côté du grand lac, » répondit le glouton. « Où est donc ton canoë? Tu vas en avoir grand besoin. » Et en effet, derrière les arbres, le jeune Indien découvrit un lac tellement vaste qu'il ne put en apercevoir l'autre rive. Découragé, il s'assit au bord de l'eau. « N'y a-t-il personne qui puisse m'aider ?» soupira-t-il. À ce moment, 2 aigles vinrent se poser près de lui. Le jeune Indien leur raconta sa triste histoire. Les aigles le saisirent alors entre leurs serres et lui firent ainsi traverser le lac en volant. « À très bientôt, jeune homme !» lancèrent-ils en repartant. « Si tu suis ce sentier, tu trouveras Feu du Soleil !» Et le jeune Indien se mit en route. Tout au long du chemin, il put admirer de somptueux manteaux, confectionnés dans des peaux de buffle. Il vit aussi des flèches dans des carquois d'or, des mocassins richement brodés, ainsi qu'une coiffe magnifique, faite de plumes de tous les oiseaux du monde. Feu du Soleil doit être bien riche, pensa le jeune Indien en continuant sa route. « Halte !» entendit-il soudain au-dessus de lui. Un garçon sauta d'un arbre. Il portait 2 longues tresses et son visage était peint. Mais le jeune Indien pouvait voir qu'il était de race noble. « Pourquoi donc n'as-tu pas pris tous ces manteaux, ces flèches, ces mocassins et cette coiffe ?» demanda l'enfant. « Parce qu'ils ne m'appartenaient pas, » répondit le jeune Indien. Le garçon sourit. « Viens chez mon père, proposa-t-il. Tu pourras y passer la nuit. » Le jeune Indien secoua la tête. « Je voudrais bien, mais je suis à la recherche de Feu du Soleil. » Le garçon se mit à rire. « Que je suis bête! J'ai oublié de me présenter. Étoile du matin, le fils de Feu du Soleil. » Le jeune Indien était donc enfin arrivé au but. Il suivit Étoile du matin qui le présenta à son père. Mais Feu du Soleil était si imposant que le jeune Indien n'osa pas lui confier pourquoi il était venu, ni qu'il aimait Étoile du soir. Le lendemain, Feu du Soleil dit « Mon fils t'aime bien. Je voudrais que tu restes un peu avec lui. » Mais, ajouta-t-il, ne le laisse jamais jouer près du lac. Les becs pointus vivent sur ses bords, et ces oiseaux ont le bec tellement acéré qu'ils sont capables de te tuer. Pourtant, une fois dehors, Étoile du matin déclara « J'aimerais bien aller au lac pour casser le bec de ces sales oiseaux. » Et il se mit à courir en direction de l'eau sans que le jeune Indien puisse le rattraper. L'enfant fut immédiatement attaqué par les becs pointus. Heureusement, le jeune Indien parvint à repousser ceux-ci un à un, et il ramena son compagnon sain et sauf chez lui. « Tu as sauvé mon fils, » dit Feu du Soleil. « Comment puis-je te remercier ?» Le jeune Indien savait fort bien ce qu'il aurait dû répondre, mais il n'osait pas. Finalement, il murmura « J'aurais voulu vous demander quelque chose, mais vous allez être furieux. » « Ça m'étonnerait, » dit Feu du Soleil en éclatant de rire. « Je voudrais épouser Étoile du soir, » dit alors le jeune homme. « Oh, mais cela je le savais déjà, » affirma Feu du Soleil. « J'ai entendu ce qu'elle te disait. » Il tendit alors la main. D'un geste, il caressa la joue gauche du jeune homme et la vilaine balafre disparut. Le jeune Indien repartit dès le lendemain. Après quelques jours, il parvint au village. Les habits qu'il portait étaient si beaux que personne ne le reconnut. Toutes les jeunes filles tombèrent aussitôt amoureuses de lui. Mais Étoile du soir courut sans hésiter vers son fiancé et se jeta dans ses bras. Le jour suivant, Élan au cœur fier épousa Étoile du soir. Et jamais plus personne au village ne songea à se moquer de lui.